Alioune Ndiaye, bonjour. Bonjour Hichem. Vous êtes le président de Orange Afrique Moyen-Orient. Vous avez pris vos fonctions le 2 mai 2018, ça fait 3 ans. Aujourd'hui, vous avez pris vos marques, vous avez votre marqueur personnel depuis ces 3 ans. D'abord, comment vous avez vécu, pour démarrer cette rencontre, les 2 ans de Covid? Est-ce que ça a été pour vous une manière de vous réinventer ou ça a été vraiment un élément qui a freiné vos ambitions? D'abord, merci pour la question. En fait, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans que je suis là, au poste de CEO Orange Middle East and Africa. Et la zone Afrique-Moyen-Orient a réalisé une très belle performance pendant l'année 2021, malgré la crise sanitaire Covid. Et la croissance du chiffre d'affaires pendant cette année-là, elle a été une croissance à 2 chiffres, presque 11%. Parce qu'il se trouve que pendant la crise Covid, les infrastructures de télécom se sont révélées plus essentielles que jamais, parce que du fait des restrictions qui étaient appliquées aux populations, donc elles se sont révélées essentielles aux populations, aux entreprises, à l'État, et on a pu observer dans certains de nos pays une croissance du trafic Internet jusqu'à 60%. Et sur l'année 2021. On a constaté par rapport à l'année d'avant presque un doublement du trafic par client, de trafic Internet par client. Donc, la Covid a été plutôt un véritable accélérateur de l'activité très haut débit. Et nous comptons aujourd'hui près de 44 millions de clients 4G. Ça veut dire un client sur 3 d'Orange et aujourd'hui client 4G. Oui. Voilà. En réalité, vous avez donc réussi à avoir de bons chiffres. Vous êtes présent dans 17 pays. Est-ce que vous avez entièrement achevé votre transformation ou la mutation du business model? On ne peut pas dire qu'elle est totalement achevée, mais je pense que nous avons réalisé une part très importante de cette transformation du business model. Juste pour rappeler, donc en 2015, le groupe Orange a décidé de créer une entité dédiée à part entière qui s'appelle donc Omea SA pour donner plus de visibilité et de lisibilité à son activité sur le continent africain. Donc, cette réforme en 2015 a été suivie par un plan de transformation lancé en 2017 qui s'appelait Kilimandjaro et dont l'objectif était de développer l'ancrage sur le continent. Nous étions le seul opérateur majeur sur le continent à ne pas avoir un siège opérationnel dans la zone. Nous avons, à l'instar de ce qu'ont fait certains grands groupes internationaux, hein, comme Vodafone, avec sa filiale africaine Vodacom, ou Airtel, Bharti Airtel, le groupe indien avec sa filiale Airtel Africa. Nous avons donc une entité dédiée pour le développement du continent africain. Et cet ancrage, nous l'avons vraiment développé. L'implantation du siège à Casa est un élément parmi une vingtaine d'autres, mais nous nous sommes plutôt rapprochés de nos clients sur le continent. Nous avons maintenant des centres de services mutualisés, centres de services partagés dans plusieurs de nos pays. Nous avons un hub à Abidjan, un hub à Dakar et puis un autre en Jordanie, qui fait que nous sommes de plus en plus proches de nos clients, proches de nos clients et de populations sur le continent. Alors justement, vous avez, je l'ai disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui un opérateur multi-service, mais ça vous oblige à une véritable révolution pour pouvoir fonctionner sur un autre modèle. Vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans plein d'autres domaines que vous allez développer pour nous, mais cela aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise tout à fait dans cette généralisation de vos fonctions? Oui, très important.
tous les opérateurs télécoms ont compris que dans les années qui viennent, ce qui aujourd'hui constitue le cœur de notre métier, c'est-à-dire fournir la connectivité aux clients et leur fournir donc des services de voix, des services d'Internet, tout le monde a compris que ces services, bien qu'ils soient essentiels, ces services de base, demain, ils seront des commodités comme l'est aujourd'hui le service de fourniture d'eau ou le service de fourniture d'électricité. Donc, ça passera en commodité et ce n'est pas avec ça qu'on va générer demain de la croissance sur nos activités. Et c'est ça qui justifie que nous ayons une ambition d'opérateur multiservice dans la zone Afrique. Donc, il y a 14 ans environ, on a lancé déjà le service Orange Money, qui est donc un service, des services financiers mobiles, pour permettre aux populations d'accéder à des services de porte-monnaie électronique, de transfert d'argent, de paiement de services, de paiement marchand, paiement d'impôts, taxes, de factures d'électricité, d'eau. Tout ça a été permis à nos clients. Et aujourd'hui, nous avons 70 millions de comptes ouverts, Orange Money, sur nos 135 millions de clients dans les 18 pays. Donc, Orange Money, c'est dans 18 pays, c'est dans 17 pays sur les 18, presque donc toute notre footprint. C'est 70 000 comptes inscrits et c'est vraiment une manière de participer à l'inclusion financière des populations africaines. Donc, pour entrer dans le concret de votre quotidien, vous avez aujourd'hui, est-ce que vous avez pu visiter tous les pays dans votre champ d'action, surtout que vous avez 17 pays et le Moyen-Orient? J'ai fait, c'est une question intéressante. J'ai fait tous les pays. Enfin, en parenthèse, j'ai passé plus de 180 jours à voyager en 2019, bon, un peu moins en 2020-2021, là ça a repris. Donc j'ai fait tous les pays de la zone. Et à chaque fois, c'est une occasion de rencontrer les équipes, de faire une business review avec le comité de direction, de rencontrer aussi les autorités du pays, parce que vous savez, nous sommes quand même sur un continent où il y a beaucoup de sujets sur l'environnement fiscal, réglementaire, et il faut discuter avec les autorités pour un peu avoir une vision commune sur le développement du secteur des télécoms, faire comprendre que il est mieux de mettre un niveau de taxes et d'impôts qui soit raisonnable et qui permette au secteur de se développer, à l'inclusion digitale de se développer, et après de récolter plus d'impôts par le développement de l'activité que de brider l'activité dès le départ avec un niveau de taxes et d'impôts trop élevé. Donc, c'est un peu ça le dialogue qu'on a aussi avec les autorités politiques, les bailleurs de fonds, etc., dans tous les pays où on va. Mais j'ai fait le tour des pays. Le présent est très important dans votre action, mais le travail de prospective l'est aussi. Est-ce que quand vous regardez le continent, quelles sont un peu les impulsions que vous allez donner à vos chantiers et lesquels? D'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous faut développer des relais de croissance, comme vous avez dit lors de la question précédente. On sait qu'un Africain sur deux au sud du Sahara n'a pas accès à l'énergie. On sait aussi que 20% seulement des populations ont accès à un compte bancaire. Donc, il y a un potentiel important et il faut que nous puissions, avec nos actifs existants, ça veut dire le réseau de télécom, un réseau de distribution d'1 million de points de vente pratiquement, la marque qui est forte, qui est une marque forte à laquelle les gens font confiance. Donc, avec tous ces actifs-là et les ressources humaines, nous pouvons répondre à des besoins qui sont des besoins essentiels pour les populations africaines. Et c'est ça, donc, en termes de prospective, notre positionnement multiservice, il va nous permettre ça. Maintenant, en dehors du business à proprement parler, nous investissons beaucoup aussi à travers nos fondations et à travers nos actions RSE dans la contribution au développement économique et social des pays dans lesquels nous opérons.
Je veux dire par là que, je prends juste un exemple des Orange Digital Center que nous construisons. Nous en avons construit 10 aujourd'hui dans les pays où nous opérons. C'est des centres dans lesquels nous formons gratuitement des jeunes au métier du digital. On les forme au coding. Quand ils ont des projets, ils ont une start-up, on les accompagne, on fait de l'incubation, on fait de l'accélération, voire même du financement derrière. Et nous faisons tout ça parce que nous avons la conviction, sachant qu'aujourd'hui, un Africain sur deux a moins de 20 ans, aura moins de 20 ans en 2030. Oui. Et donc, les matières premières dont on parle, pour moi, ce n'est pas des richesses pour le continent. La véritable richesse, c'est l'énergie de ces jeunes, à condition qu'ils soient formés et outillés. Mais nous aidons, nous, avec ces Orange Digital Center, à leur donner les moyens de prendre en charge le destin numérique de l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes le plus fiers. Pour entrer en résonance avec cette vitalité africaine et notamment de la jeunesse, comment vous intégrez-vous la dimension start-up, les innovations, pour aider les Africains à aller plus loin dans d'abord la formation et la sophistication pour être pleinement dans leur époque? Bon, d'abord, il y a plusieurs volets. Il y a l'aspect, comme j'ai dit tout à l'heure, accompagnement des projets des jeunes, de l'écosystème de l'innovation d'une manière générale. Oui. Et ça, nous le faisons avec les Orange Digital Center. Ça veut dire que nous en avons 10 aujourd'hui dans 10 pays et nous continuons à les développer en réseau dans les pays. Et c'est quand même notre projet, notre porte-étendard pour l'accompagnement de l'écosystème de l'innovation. On sait que 60% des emplois en 2030 vont requérir des compétences digitales sur le continent. Donc, c'est là qu'il faut miser, et c'est là où nous avons misé, pour que ces jeunes-là acquièrent des compétences digitales qui seront indispensables pour eux pour demain. Donc, c'est comme ça qu'on les accompagne. Après, donc ça, c'est la partie formation, et on facilite aussi leur employabilité. On en a formé 38 000 depuis qu'on a commencé à les ouvrir. Et il y en a parmi eux, 17 000 ont trouvé un emploi assez facilement. Et les autres ont aussi des projets individuels dans lesquels on les accompagne, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'incubation, l'accélération, les Fab Labs qu'on met à leur disposition pour faire du prototypage quand ils ont des projets. Et puis, le financement, parce qu'on a un fonds dédié qui s'appelle Orange Venture, doté de 50 millions d'euros, dédié uniquement aux projets de start-up africaines dans le domaine du numérique. Avec une croissance à 5,3% comme ces dernières années, pardon, comment aujourd'hui investissez-vous votre capital en Afrique même? Est-ce que beaucoup s'interrogent sur cette dimension-là? Les bénéfices, est-ce qu'ils restent en Afrique ou non? Oui, pour l'instant, les bénéfices, enfin, on n'a pas, Orange Middle East and Africa n'a pas payé de dividendes importants à Orange SA. Pour l'instant, on investit 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros chaque année pour étendre les réseaux, en particulier les réseaux haut débit, que ce soit les réseaux haut débit sur les technologies 4G ou des réseaux haut débit fixes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même 44 millions de clients 4G, c'est-à-dire un client sur 3. On a 1 million de clients sur le fixe broadband, dont un peu moins de la moitié en fibre, qui sont raccordés en fibre optique dans les pays où nous opérons. Et donc, nous investissons massivement pour développer la connectivité, fournir de nouveaux services, et en même temps, nous développons aussi des services qui sont des relais de croissance et qui seront demain nos relais de croissance, comme je vous ai dit tout à l'heure sur l'énergie, la santé, l'éducation, etc. Est-ce que le changement stratégique que vous choisissez de vous implanter à Casa vous a permis de travailler sur une nouvelle rationalité en termes
de vos filiales, avec vos filiales, et la manière de fonctionner pour que la transmission des décisions soit rapide et efficace. C'est un des points clés du programme de transformation lancé depuis 2017. En fait, nous avions auparavant des filiales qui performaient, opéraient de manière plutôt isolée. Et ce que nous avons fait, c'est de dire, on crée une entité qui permette d'avoir un pilotage plus coordonné, un ensemble qu'on va consolider, et donc une vue d'ensemble sur ces 18 pays consolidés. Donc, c'est la première étape, c'était ça. Donc, de dire, on fonctionne comme une entité à part entière, dotée d'un conseil d'administration et qui pilote les 18 opérations en les consolidant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est très important. Et après, donc, on développe ensemble des outils et des process qui permettent de tirer profit de toutes les synergies possibles entre les pays. Et c'est pour ça que, en termes de résultats, ce qu'on a constaté, c'est que sur la décennie 2008-2019, la croissance moyenne annuelle de Orange en Afrique, c'était 4,2%. Et elle s'est accélérée. Elle s'est accélérée en 2019, on a fait 6,2%. 2020, malgré la crise Covid, on a quand même fait 4,3%. Et puis en 2021, on fait 10% de croissance. Donc la croissance s'est accélérée grâce notamment à toute cette transformation qui a été mise en œuvre, non seulement au niveau global, mais aussi dans chacun des pays. Pour qu'on ait une idée claire de votre taille, de vos activités, je voudrais évoquer un certain nombre de chiffres, mais que vous contrôlerez de votre côté. Vous êtes, comme je l'ai dit, dans 17 pays, 18 000 salariés, 130 millions de clients mobiles, 2 millions de clients de lignes fixes et plein d'autres choses. Est-ce que aujourd'hui ces chiffres ont changé ou vous êtes toujours dans ces créneaux? Ils ont pas changé. Enfin, ces chiffres sont l'aboutissement de tous les investissements qu'on a fait. Et comme je vous ai dit, ils sont la résultante d'une croissance qui est sans précédent. Donc, la croissance de 2021, elle est sans précédent pour la zone Afrique-Moyen-Orient, pour Orange. La rentabilité, elle est sans précédent aussi. Le nombre de clients, pareil, sans précédent. Donc, on a, avec la transformation, accéléré la croissance et on l'a rendue un peu plus rentable de manière à pouvoir poursuivre nos actions d'investissement pour préparer le futur et en même temps aussi contribuer un peu plus au développement économique et social des pays dans lesquels nous sommes présents grâce à notre politique RSE. Vous n'êtes pas vous intéressez à la dimension de la data, les données. Pourquoi l'Afrique est un des lieux où la data n'est pas entièrement sanctuarisée? Est-ce que vous pouvez nous dire votre regard là-dessus? Oui, disons que selon les Nations Unies, ils considèrent que les tarifs de la data, 1 gigaoctet de données devrait coûter moins de $2 pour être accessible aux populations. Dans 7 de nos pays sur les 18, on y est. On fait moins de $2 pour le gigaoctet, ramené au revenu de la personne. Par contre, dans les autres pays, on n'y est pas, mais il y a quand même une amélioration très sensible. En 2000, il y a 4 ans, 5 ans, on était à 13,2 dollars, 13,2% du revenu, le prix du gigaoctet. Et là, aujourd'hui, on est autour de 4% en moyenne, dont je vous ai dit 7 d'entre eux qui sont en dessous des 2 dollars que considèrent comme seuil des Nations Unies. Donc, votre africanisation est vraiment pleinement réalisée à travers d'abord votre nomination. D'abord, quel est le principal défi pour les mois et les mois à venir?
Alors, on a beaucoup de défis. Je pense que les défis les plus importants sont malheureusement liés à l'actualité. Aujourd'hui, on a quand même des questions de stabilité politique dans certains de nos pays. Il y a eu 4 coups d'État, 3 coups d'État dans la zone Afrique de l'Ouest. Ça ne signifie pas que notre business se porte mal, mais ça signifie quand même qu'il y a des problèmes de sécurité pour nos salariés. Et puis, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Deuxièmement, il y a quand même la guerre en Ukraine aussi, même si ça paraît lointain. Oui. Mais ces impacts sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'engrais, le prix du pétrole, du gaz, l'inflation, parce que le dollar va s'apprécier et que les monnaies de nos pays vont se déprécier. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même des risques, des risques budgétaires pour les États oui. dans les semaines, les mois qui viennent. Certains, d'ailleurs, le vivent déjà. Oui, mais il y a aussi, dans ce cas-là, des risques de pression fiscale et réglementaire plus forte des États, en particulier sur le secteur des télécoms. On entend parler de beaucoup d'argent, mais cet argent-là, c'est normal, c'est un secteur très hautement capitalistique où il faut gagner beaucoup d'argent pour beaucoup investir et préparer l'avenir et les réseaux du futur. Alors, pour rester et terminer sur une note optimiste, comment recrutez-vous vos talents? Comment vous cherchez les perles qui vont apporter quelque chose? Parce qu'on voit la numérisation ou le numérique est en train vraiment de transformer l'Afrique. Absolument. Comme je vous disais tout à l'heure, les compétences numériques seront essentielles, je crois, pour le futur de l'Afrique. Et ce que nous faisons aujourd'hui, au niveau des pays où nous avons des opérations, nous essayons de recruter les meilleurs talents des meilleures écoles internationales. Dans tous les pays, nous le faisons. Et au niveau maintenant du corporate OMEA, pareil, nous avons lancé un programme de recrutement des jeunes talents qui sortent des meilleures écoles internationales. Nous en avons recruté une trentaine sur ces 2 dernières années. Dont plus de la moitié, c'est des femmes. C'est vraiment des jeunes d'un excellent niveau et qui ont vocation, je pense, à demain garantir le succès d'Orange sur le continent africain. Alioune Ndiaye, je rappelle que vous êtes le président de Orange Afrique Moyen-Orient. Je vous remercie d'avoir été notre invité et j'espère qu'on vous verra dans d'autres occasions. Merci beaucoup, c'est très gentil et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir.